prendre vis-à-vis du personnel salarié de l'association. Une spécificité, puisque un certain nombre d'entre vous bénéficient de salariés qui sont mis à disposition par les groupements d'employeurs, profession sport et loisirs, eh bien, nous aborderons cette spécificité. Et puis, un point important, puisqu'elle permettra de mesurer aussi les conséquences de vos décisions, c'est quelles sont les conséquences si vous décidez de ne pas reprendre ou de reprendre en partie ou de différer la reprise de vos activités sportives. Voilà. Et puis, nous finirons donc sur un temps de questions-réponses à la fin. Alors, certaines questions que nous aurons d'ores et déjà traitées, et puis effectivement, les questions que vous poserez, je ne vous dis pas avant un quart d'heure, 20 minutes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour commencer, premier point, quelles sont les activités aujourd'hui qui peuvent être reprises et dans quelles conditions? Et je pense que c'est important de faire un point sur la situation parce que là encore, vous avez sans doute entendu beaucoup d'informations ces derniers temps sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et le plus fiable, la plus fiable des informations, eh bien, c'est celle qui vient des textes officiels. Et en l'occurrence, vous avez un texte très important qui est sorti, donc un décret du 11 mai 2020, qui est venu donc prévoir les conditions dans lesquelles eh bien, le déconfinement allait se faire, et en particulier, il existe certaines dispositions liées aux activités sportives. Alors, je pense qu'on doit les voir sous deux angles. Le premier, c'est que vous avez des dispositions qui visent les ERP. Les ERP, ce sont les établissements recevant du public, alors tels que, par exemple, un gymnase ou une salle multisport. Hein, voilà. C'est un ERP de type X, puisque les ERP sont classifiés selon des lettres qui les identifient. Eh bien, ce décret nous dit et confirme que ces ERP, pour la quasi-totalité qui sont des structures couvertes, eh bien, demeurent fermées. Ce qui vous intéresse là-dedans, ce sont surtout les ERP de type X, c'est-à-dire les établissements sportifs couverts. Donc, c'est déjà important de retenir qu'aujourd'hui, demeurent encore fermés à l'accès au public. Alors, sous certaines dérogations, on le verra tout à l'heure, les établissements recevant du public, des établissements sportifs couverts de type X. Hein. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce décret évoque les EAPS. Qu'est-ce que c'est qu'un EAPS? C'est un établissement d'activité physique et sportive, c'est-à-dire vous, en tant qu'association sportive, vous êtes un EAPS. Le principe, là encore, c'est eh bien, que les EAPS, donc les associations sportives font partie, eh bien, demeurent par principe fermées. Il y a néanmoins plusieurs exceptions. L'exception numéro 1, ce sont les pratiques d'activités physiques et sportives de plein air, sauf pour les sports collectifs, les sports de combat et les activités aquatiques en piscine. Donc, si vous n'êtes pas un sport collectif, si vous n'êtes pas un sport de combat, si vous n'êtes pas un établissement aquatique, eh bien, vous pouvez reprendre donc une activité en extérieur, de plein air. Ça, c'est important. Alors, vous avez sans doute été informé, mais c'est important, je pense, de rappeler d'où vient cette règle. Florent, donc, Une limite, oui, quand on parle donc du coup de reprise en plein air, hein, c'est tout à fait possible d'avoir des activités qui étaient effectuées en intérieur, hein, de pouvoir les basculer sur du plein air dans la mesure du possible. absolument, dans la mesure du possible. Du Pilates, par exemple, effectivement, qui pourrait être fait en plein air. Exactement, exactement, absolument. Alors, surtout qu'il fait très beau en ce moment, Voilà. donc ça devrait faciliter la donne. Alors, il y a néanmoins une limite, puisque le texte vient limiter en fait le nombre de personnes qui sont concernées par ces activités
à savoir qu'il ne peut pas y avoir de regroupement de plus de 10 personnes. Et ça, c'est bien ancré dans la loi parce que dans le texte, excusez-moi, ça n'est pas une loi, c'est un décret. Parce que vous aviez sans doute entendu de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports qui avait, sous l'effet de certaines annonces, anticipé en quelque sorte la règle qui allait sortir par ce décret du 11 mai. Eh bien, on évoquait effectivement cette règle de 10 personnes. Eh bien, elle est clairement indiquée dans ce texte. Donc, pas plus de regroupement de 10 personnes donc dans le cadre de ces activités. La deuxième exception, je ne vous les dirai pas toutes les exceptions, il y en a quelques-unes, mais je vais surtout m'attacher à celles qui vous concernent le plus possible. La deuxième exception, elle vaut pour les sportifs de haut niveau et pour les sportifs professionnels, c'est-à-dire les sportifs professionnels, ceux qui font de l'activité sportive, leur activité professionnelle, qui sont donc salariés ou non, hein, pour la plupart. Pour ce public-là, la limite de 10 personnes n'est pas applicable. Ils peuvent également avoir la possibilité d'exercer donc leur activité dans un établissement couvert de type X, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les établissements sportifs couverts. En revanche, le texte nous dit que eh bien, l'activité sportive qui doit être faite ne peut pas, en revanche, être une activité de sport collectif ou de sport de combat. Ça veut donc dire que, eh bien, il y a quand même une dérogation pour ces sportifs qui peuvent finalement avoir accès à certaines installations de type salle de musculation, gymnase ou autre, mais par contre, ils ne doivent pas pratiquer des activités qui sont aujourd'hui interdites, et en l'occurrence, les sports collectifs, aujourd'hui, à ce jour, demeurent encore interdits du fait de ce décret. Vous avez une troisième exception que je vais aborder, c'est que la limite également de regroupement de 10 personnes ne s'applique pas pour les enfants qui sont scolarisés et qui peuvent être accueillis dans le cadre d'activités périscolaires qui peuvent avoir lieu, notamment aussi dans un établissement sportif couvert. Donc, si par exemple votre association est bien en collaboration avec la municipalité, par exemple, eh bien, décide d'accueillir sur de temps périscolaires donc, des enfants qui sont scolarisés, eh bien, c'est possible. La municipalité pourra vous permettre d'ouvrir certains créneaux sur des installations sportives couvertes. Et dans ce cadre-là, eh bien, votre association eh bien, pourra réaliser une activité sportive à destination donc, des enfants scolarisés. Voilà sur les trois exceptions principales. Alors, il est important de rappeler qu'il y a des règles spécifiques de distanciation. Alors, vous savez que, d'une manière générale, lorsqu'on parle des gestes barrières, de la distanciation sociale, j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on va parler des salariés de vos associations, eh bien, il y a des distances générales, c'est-à-dire la distance, c'est de se tenir à 1 mètre les uns les autres. Pour les salariés, d'avoir une surface de 4 mètres carrés privative, en quelque sorte. Eh bien, il y a des règles de distanciation spécifiques pour les activités sportives qui sont les suivantes. Une activité sportive dite modérée, donc on va plutôt dire une activité sportive de loisir, on va dire, ou d'entraînement, de reprise vers la compétition, eh bien, vous devez respecter une distance de 5 mètres entre les pratiquants. En revanche, pour une activité physique et sportive dite intense, alors là encore, hein, ça sera à vous de juger, ça sera à vos éducateurs de juger lorsqu'on est sur une activité modérée ou lorsqu'on est sur une activité intense. Eh bien, pour une activité intense, il faut respecter une distance de 10 mètres entre pratiquants. Voilà, donc ça c'était important parce que ce sont des dispositions spécifiques donc, aux activités sportives. Donc ça c'est le cadre général donc, qui est applicable depuis donc, ce fameux décret du 11 mai 2020 et à minima, j'irai jusqu'au 2 juin. Le 2 juin, peut-être qu'on aura eh bien, de nouvelles bonnes surprises qui permettront d'aller vers une pratique plus généralisée. Alors, au-delà de ces principes, on attire quand même votre attention sur le fait que vous pouvez être confronté dans votre
finalement dans votre décision ou dans la possibilité que vous avez de reprendre des activités, vous pouvez être confronté à des restrictions locales. Donc ça, il ne faut pas le sous-estimer. C'est pour ça que pour la plupart, vous utilisez sans doute des installations municipales. Eh bien, vérifiez quand même, vérifiez qu'avec la municipalité, eh bien, qu'un arrêté de fermeture n'est pas toujours en cours, hein. Donc, il est très important de vérifier cela. Ce n'est pas parce qu'on a une autorisation, on va dire, au moins partielle, par ce décret du 11 mai 2020, qu'il faut négliger l'aspect local et, en l'occurrence, vérifiez bien que vos installations eh bien, peuvent être réouvertes donc, avec la municipalité. De la même manière, vous pouvez aussi avoir des interdictions, des arrêtés préfectoraux hein, de fermeture. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, puisque de mon côté, j'ai une rupture de faisceau. J'espère que vous m'entendez encore. Je vais continuer comme si. Alors, vous m'entendez et vous me voyez. Donc, c'est parfait. Voilà donc sur ce premier point qui vous permet de voir où on en est sur la reprise des activités et dans quelles conditions. Le deuxième point, on va aborder vos obligations en tant qu'association sportive, donc vis-à-vis de vos pratiquants dans le cadre de cette reprise d'activité. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'association, elle est responsable de l'activité et elle est responsable des conditions dans lesquelles l'activité va reprendre. Elle est responsable de respecter les règles qui ont été mises en œuvre donc, par ce décret, mais également par les règles de votre fédération à laquelle vous adhérez. En termes de responsabilité, oui, on nous a déjà posé la question, oui, potentiellement, la responsabilité donc, de l'association, voire même de ses dirigeants, peut être mise en cause si les conditions dans lesquelles l'activité est réouverte eh bien, ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires. Donc, il vous appartient donc de faire respecter tout cela. Alors, quelques conseils pratico-pratiques vis-à-vis de vos adhérents, vis-à-vis de vos membres. Le premier, c'est que, mais on y reviendra tout à l'heure un petit peu dans le détail, c'est que dès lors que vous avez la possibilité de redémarrer une activité, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire dans la mesure où eh bien, vos adhérents ont payé une cotisation. On y reviendra tout à l'heure, je vous dis, ils ont payé une cotisation et à ce titre, ils doivent bénéficier des services qui étaient prévus. Donc, si vous avez la capacité de pouvoir relancer les activités, il faut le faire, ne serait-ce que par rapport à vos obligations vis-à-vis de vos membres. Ensuite, deuxième conseil, informez vos adhérents en amont, communiquer avec eux. Il ne faut pas hésiter à communiquer. Alors, communiquer à bon escient, bien évidemment. Afficher les règles par vos différents moyens de communication au sein du club, que ce soit par email, que ce soit sur le site internet du club, que ce soit sur votre Facebook si vous en avez un, que ce soit sur les panneaux d'affichage, que ce soit à l'entrée de votre association, et puis le cas échéant, contrôler. Le cas échéant, contrôler. C'est en lien effectivement avec votre responsabilité. Vous mettez en place des règles, vous demandez à vos adhérents qu'ils les respectent. Vous devez aussi voir contrôler que ces règles soient bien respectées. Voilà sur ce deuxième point. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que sur ces aspects-là, je vais surtout vous renvoyer aux dispositions qui ont été prises par le ministère de la Jeunesse et des Sports, activité par activité. Je vous invite à aller sur le site du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a réalisé 4 guides à destination donc des dirigeants.
dont un guide lié à la reprise d'activité discipline par discipline. Donc vous y trouverez donc des éléments tout à fait intéressants. Et puis surtout, votre fédération sportive en elle-même a dû vous envoyer un certain nombre de règles à respecter dans le cadre de la reprise de l'activité. On va passer au point 3, c'est peut-être le point un peu plus central de l'intervention. Ce sont les précautions que vous devez prendre vis-à-vis de vos salariés. C'est un point très important. Alors non pas que le point précédent vis-à-vis de vos pratiquants ne le soit pas, mais vous avez une responsabilité particulière vis-à-vis de vos salariés. Un petit rappel effectivement sur ce qu'on appelle l'obligation générale de sécurité de résultat de tout employeur. Eh bien, un employeur est redevable vis-à-vis de ses salariés d'une obligation générale de santé et de sécurité. Cette obligation, elle est très élevée. Elle est très élevée dans le sens où, en résumé, l'employeur est censé tout mettre en œuvre afin de prévenir les risques et afin d'éviter que ces risques ne se réalisent. Nous sommes potentiellement à une période où il peut encore exister un risque biologique de contamination. Vous devez donc, vis-à-vis de vos salariés, tout mettre en œuvre pour éviter que ce risque de contamination ne se réalise. Alors, la première démarche, c'est qu'il faut que vous prépariez des mesures adaptées liées à l'organisation du travail et préinformer les salariés. Quand je dis préinformer, c'est-à-dire que ne soyez pas avares sur la communication que vous aurez vis-à-vis de vos salariés. Si vous n'avez pas encore repris les activités et que vous allez le faire, n'hésitez pas à communiquer avec vos salariés que vous êtes en train de réfléchir aux conditions de reprise d'activité et qu'il sera rapidement recontacté pour lui préciser les conditions de reprise. Ce n'est pas compliqué à faire, ça va rassurer votre salarié, vous gardez du lien et de telle sorte, il sait que vous êtes en phase donc, de préparation de cette reprise. Alors, par rapport à cette reprise, moi je vous invite, au-delà des mesures générales qui sont applicables pour tout salarié, je vous invite à vous référer au protocole national de déconfinement pour les entreprises qui a été mis en ligne le 3 mai dernier par le ministère du Travail. C'est un document officiel du ministère du Travail, alors qui reprend bien évidemment on va dire les gestes barrières générales et notamment de distanciation physique. Alors vous y retrouverez dans ce document toutes les précautions, préconisations que vous connaissez tous, hein, ne pas serrer la main, assurer une distance physique d'au moins 1 mètre ou 4 mètres carrés par salarié, aérer régulièrement les locaux, désinfecter régulièrement, etc., etc., etc. Vous voyez, toutes ces mesures, il vous appartient en tant qu'employeur, alors qui sont des mesures de bon sens, hein, nous sommes d'accord hein, pour la plupart, toutes ces mesures, il vous appartient en tant qu'employeur de les mettre en place et d'en assurer la réalisation au sein de votre association. Je vous rappelle à cet égard que le port du masque est subsidiaire dans le sens où le masque, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement de protection individuelle. Et un équipement de protection individuelle, il doit être utilisé lorsque la mise en œuvre de mesures de protection collective n'est plus possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous devez d'abord essayer de tout mettre en œuvre pour assurer des mesures générales, collectives de distanciation par rapport au travail. Exceptionnellement, si ces mesures de distanciation, ces mesures barrières ne peuvent pas être respectées, dans ce cas, effectivement, le masque doit être utilisé et doit être donc fourni à votre salarié. Voilà, c'était important, je pense, de préciser cela. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais je vous dis simplement, référez-vous à ce document du 3 mai 2020 que vous trouvez sur le site du ministère du Travail
et qui vous donne eh bien, toutes les règles à respecter, toutes les bonnes pratiques par rapport donc, à la reprise d'activité. Alors, juste quelques remarques supplémentaires. Vous verrez, ce sont des mesures assez générales qui ne tiennent pas compte, bien évidemment, de l'activité sportive en particulier. Donc, il vous appartiendra effectivement eh bien, d'adapter ces préconisations donc, à la pratique sportive. Alors, pour ce faire, vous pourrez également vous aider des préconisations qui vous sont données par les fédérations sportives. S'il y a par exemple des associations, des clubs de tennis qui m'entendent, eh bien, il y a un protocole très précis qui a été mis en œuvre par la Fédération française de tennis en matière de mesures barrières. Voilà, donc je vous renvoie à ce document qui vous donnera, là encore, avec des mesures de bon sens, tout ce qu'il faut mettre en place. Une fois que vous avez donc pris connaissance de toutes ces mesures qu'il faut mettre en place, vous avez une obligation particulière à respecter, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que pour la plupart, vous ne l'avez pas encore. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est une obligation qui est prévue par le Code du travail. Et c'est un document par lequel vous devez mettre en évidence tous les risques que vous avez inventoriés au sein de votre association et les mesures que vous avez mis en place pour remédier donc à ces risques. En présence d'un risque biologique donc de contamination, eh bien vous devez mettre à jour, c'est-à-dire que les mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des mesures de bon sens, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez les faire une sorte de copier-coller et vous devez les remettre dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels en tenant compte, bien évidemment, de vos spécificités. Parce que une association, je dirais la configuration des locaux d'une association ou des installations sportives d'une association est différente d'une association à une autre, donc il faut prendre aussi en considération ces particularités. Donc retenez que s'il y a un moment peut-être, s'il y a un moment où il faut s'attacher à être en phase avec ce document unique d'évaluation des risques, c'est bien maintenant. Ça ne va pas forcément vous prendre beaucoup de temps, mais il faut le faire. Sachez qu'il n'y a pas de document type officiel de document unique d'évaluation des risques. C'est un document, je dirais, que vous pouvez parfaitement réaliser sur un support Excel ou autre, mais il faut que vous ayez ce document en cas de contrôle. Et si jamais un jour votre responsabilité devait être mise en cause en tant que dirigeant, eh bien, il est clair que si vous n'avez pas ce document unique d'évaluation des risques, cela peut être une cause eh bien, de renforcement de votre responsabilité. Hein. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne peut pas rentrer dans le détail de ce document unique, mais alors, vous pouvez aussi vous faire aider, le cas échéant, petite remarque, par la médecine du travail. Ça, c'est possible. Alors, il risque d'être un petit peu surchargé, mais sachez que ça peut être un interlocuteur, donc la médecine du travail, et pour ceux d'entre vous qui ont des représentants du personnel, un CSE, eh bien, ce document unique se fait en relation avec eux. Voilà. Alors, je vous ai mis une remarque, faire le lien avec le règlement intérieur. C'est-à-dire que si vous avez un règlement intérieur des salariés, ce qui eh bien, implique que vous ayez anciennement plus de 20, maintenant plus de 50 salariés équivalent temps plein, donc peut-être que c'est pour une minorité d'entre vous, eh bien vous devez, pareil, intégrer ces mesures de prévention au règlement intérieur. Pourquoi? Parce qu'un règlement intérieur, il prévoit les règles en matière d'hygiène, de sécurité, mais également en matière de discipline. Ce qui veut dire que les règles que vous allez mettre en place, il faut aussi eh bien, que vous puissiez, le cas échéant, les sanctionner si elles ne sont pas respectées. Je ne vais pas plus loin parce que peut-être que vous n'êtes pas tous concernés par cette obligation de règlement intérieur. Florence, on peut peut-être revenir 2 Oui. secondes sur la DUERP pour voilà, éclaircir un ou deux points.
par rapport aux questions qui sont posées. On nous demande notamment à partir de combien de salariés il faut mettre en place ce document. Écoutez, à partir de un salarié, hein. Dès lors que vous avez un salarié, il faut que ce document soit mis en place. On nous demande si les salariés, les pratiquants, doivent le remplir à chaque séance. Alors non, hein, c'est un document qui est rédigé et qui s'applique par la suite et qui n'a pas besoin d'être validé, bien entendu, par les pratiquants ou les salariés, hein. Euh, Oui. Alors, et d'ailleurs, Adrien, je précise, le document unique d'évaluation des risques professionnels n'a rien à voir avec les pratiquants. Exactement. Voilà, n'a rien à voir avec les pratiquants, c'est un document qui est issu du Code du travail. Alors, c'est pas pour ça qu'on ne pourra pas retrouver des règles un peu similaires, hein, puisque les règles qui s'appliquent aux uns, les salariés, peuvent s'appliquer aux autres, les pratiquants. Mais par contre, le document unique d'évaluation des risques ne vise pas donc les pratiquants. Voilà, et donc du coup, si vous voulez, on est soumis à cette obligation d'avoir ce document dès lors qu'on a des salariés et indépendamment du fait que notre activité soit exercée dans nos propres locaux ou dans des locaux municipaux, par exemple. Ça n'a pas d'incidence dès lors qu'on a des salariés. C'est tout, Adrien, pour le Voilà, je fais un moment? petit peu de tri pour le moment, c'est tout. D'accord. Euh, donc, le point suivant, c'est peut-être le point essentiel. Le point essentiel, c'est une fois que vous aurez fait cette démarche, alors là encore, ne vous en faites pas une montagne. Ne vous en faites pas une montagne. Dans tout cela, il y a beaucoup de bon sens. Il y a beaucoup de bon sens. Vous avez, comme je vous l'ai dit, beaucoup de documents à votre disposition qui vous rappellent quand même les gestes les plus essentiels à mettre en œuvre. Faites preuve de bon sens. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette démarche, eh bien, il est temps d'informer précisément votre ou vos salariés sur les conditions de la reprise et sur les mesures que vous avez prises. C'est très important. Là encore, pour des questions de preuve, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui, essayez de garder des preuves de ce que vous avez fait. Euh, comment avoir une preuve que vous avez bien informé les salariés sur les conditions de la reprise? Bah, aujourd'hui, un email est une preuve qui est tout à fait recevable, hein. Il n'y a, a pas de difficulté là-dessus, alors d'autant plus que pour le moment, effectivement, on travaille encore beaucoup par télétravail, donc il n'y a pas de difficulté. Le mail est une preuve. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire une remise en main propre au moment où le salarié va reprendre le travail au sein de votre association. Mais voilà, j'attire votre attention sur la preuve, sur le fait que si vous avez des contrôles par la suite, eh bien, vous devrez arriver à démontrer que vous avez mis en œuvre tout ce que je viens de vous présenter. Alors, cette information vis-à-vis des salariés, vous devez effectivement leur expliquer finalement ce qu'il y a dans le document unique d'évaluation des risques, hein. Là encore, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Vous allez reprendre ce que vous avez mis en place et informer donc les salariés des mesures que vous avez indiquées dans le document unique d'évaluation des risques, le cas échéant, on va dire en vulgarisant un petit peu ces règles pour une meilleure compréhension de votre salarié. Vous allez également l'informer des conditions de la reprise, parce que peut-être que votre salarié jusqu'à présent, il était en situation de chômage partiel, d'activité partielle, et qu'il va reprendre totalement ou partiellement. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être aujourd'hui dans une situation de reprise partielle d'activité. Votre salarié va continuer à être placé une partie de son temps en chômage partiel et une partie de son temps, il va recommencer à travailler. Eh bien, toutes ces choses-là, il faut bien lui préciser. Alors, le volume horaire qui est concerné, et puis aussi la répartition de ces horaires travaillés et non travaillés sur les jours de la semaine. Je fais le lien aussi, n'oubliez pas, avec vos obligations vis-à-vis donc de la direction du travail, si jamais d'avenir vous étiez contrôlé par rapport à l'activité partielle. Là encore, gardez des preuves, tracez, ayez la preuve que vous avez bien informé votre salarié de son planning donc d'intervention. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, euh, votre salarié peut reprendre donc son activité.
J'en ai terminé pour ce troisième point. On va faire un point un peu particulier sur, et je sais que vous êtes un certain nombre à être dans cette situation, vous bénéficiez donc de l'intervention d'un ou plusieurs salariés qui sont mis à disposition par un groupement d'employeurs profession sport et loisirs. Là, on est sur une situation un petit peu plus spécifique, dans la mesure où vous n'êtes pas, votre association n'est pas l'employeur du salarié, vous êtes en quelque sorte, vous êtes l'utilisateur, et le groupement d'employeurs est l'employeur de ce salarié. Quelles sont la répartition finalement des responsabilités et des prérogatives? Eh bien, il faut savoir que, en sa qualité d'employeur, le groupement d'employeurs est tenu de s'assurer que les conditions dans lesquelles son salarié va reprendre au sein de votre association, eh bien, sont satisfaisantes sur le plan de la santé et de la sécurité. Raison pour laquelle votre groupement d'employeurs va très probablement, si ce n'est déjà fait, vous interroger et vous informer sur le fait que, eh bien, il faudra prendre un certain nombre de mesures pour assurer la santé et la sécurité des salariés qui seront mis à disposition. Dès lors que ces mesures qui auront été mises en place par vous en collaboration avec le groupement d'employeurs eh bien, seront satisfaisantes, le groupement d'employeurs eh bien, vous donnera en quelque sorte le feu vert pour que le salarié puisse intervenir à nouveau. Mais ce n'est pas tout. Bien évidemment, le salarié, il intervient chez vous et le groupement d'employeurs n'est pas à même de pouvoir vérifier au quotidien si les conditions d'exécution du travail sont réunies. Eh bien, le Code du travail a prévu cette particularité par une règle spécifique, à savoir que c'est l'utilisateur, c'est donc vous, l'association sportive, qui est responsable des conditions d'exécution du travail qui sont liées notamment, et c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la santé et à la sécurité des salariés mis à disposition. Donc vous voyez, on est sur une organisation et une répartition un petit peu particulière. L'employeur, il reste l'employeur, il doit s'assurer en relation avec vous donc que les conditions de sécurité sont réunies, mais il vous appartient dans un deuxième temps en tant qu'utilisateur de veiller à ce que ces conditions d'exécution eh bien, soient toujours applicable, toujours mise en œuvre, toujours satisfaisante pour protéger la santé et la sécurité du salarié. Et s'il y a effectivement eh bien, la moindre difficulté dans le cadre de ces mesures de santé-sécurité, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez, sans tarder, eh bien, contacter votre groupement d'employeurs et l'informer des éventuelles difficultés pour voir eh bien, si des mesures complémentaires sont à prendre. Voilà, je ne vais pas aller forcément beaucoup plus loin parce que après pour tout le reste, je ne vais pas me répéter sur le processus puisque vous devrez en interne effectivement eh bien, mettre en œuvre des mesures de protection qui sont comparables à celles que je vous indiquais dans le point précédent. Voilà, on pourrait revenir après s'il y a des questions, là-dessus. Alors, le dernier point, il est important parce que aujourd'hui, même si on voit que l'activité sportive peut reprendre, eh bien, certaines associations déjà se posent la question de savoir s'ils vont reprendre immédiatement, s'ils vont différer la reprise d'activité ou bien s'ils ne vont pas reprendre du tout avant la saison prochaine. Alors, une telle réflexion, elle peut effectivement s'entendre et je n'ai pas de jugement à porter par rapport à ça. En revanche, il faut bien mesurer les conséquences d'un tel positionnement. Et les conséquences, elles sont à trois niveaux. Le premier vis-à-vis des pratiquants. Dès lors que vous êtes aujourd'hui en capacité de pouvoir redémarrer une activité partiellement ou totalement, eh bien, vous avez une obligation vis-à-vis de vos pratiquants, c'est-à-dire que vous devez
tout mettre en œuvre pour que vos pratiquants puissent de nouveau accéder aux installations sportives ou aux services qui sont proposés par vos associations. C'est une obligation qui est très importante parce que si vous ne mettez pas tout en œuvre pour que vos adhérents puissent bénéficier des services, en quelque sorte, qu'ils ont payés à travers leurs cotisations ou à travers une cotisation peut-être supplémentaire pour des cours individuels, collectifs sur votre activité sportive, vous pouvez vous heurter à des demandes d'adhérents qui vous demanderont soit le remboursement de la prestation qui n'a pas pu avoir lieu, soit une compensation par rapport donc à ces services qui n'ont pas pu se tenir. C'est important de faire la distinction entre... on a beaucoup parlé de cas de force majeure hein, ces dernières semaines. Il faut savoir que la force majeure, considérons que cette pandémie constitue un cas de force majeure pour votre association, vos adhérents ne peuvent pas vous reprocher d'avoir été fermés et de ne pas avoir pu bénéficier de leurs activités durant la période de confinement, durant la période de fermeture. Ça, c'est clair. Vos adhérents ne peuvent pas mettre en cause votre responsabilité en tant qu'association par rapport à ça. En revanche, vos adhérents peuvent parfaitement mettre en cause la responsabilité de l'association si l'association n'a pas tout mis en œuvre pour reporter ce qui était prévu ultérieurement. Vous voyez, donc c'est très important hein, de voir, d'avoir ça à l'esprit. Vous devez impérativement tout mettre en œuvre pour repositionner ce qui n'a pas pu avoir eu lieu durant la période de fermeture de vos installations. Il y a aussi des conséquences au regard de l'activité partielle. Parce que si aujourd'hui vous êtes en capacité de reprendre partiellement ou totalement l'activité, et que là encore, pour une raison qui vous appartient, parce que vous estimez que c'est trop tard dans la saison ou que les conditions de sécurité ne sont pas réunies, eh bien, ce simple positionnement de votre part peut vous mettre en difficulté réelle vis-à-vis du bénéfice de l'activité partielle. Pourquoi? Parce que l'activité partielle, vous pouviez aujourd'hui en bénéficier parce qu'il y avait des arrêtés de fermeture d'installations sportives pour la quasi-totalité des associations sportives. Dès lors qu'il n'y a plus d'arrêté de fermeture des installations sportives, il n'y a plus rien qui s'oppose, a priori, à ce que l'activité reprenne. Alors, évidemment, si vous dites je ne suis pas en mesure d'assurer la sécurité et la santé de mes salariés, ça risque de ne pas être un argument suffisant, en tout cas, pour justifier une non-reprise d'activité. Si en revanche vous dites moi je suis toujours sous le coup d'une fermeture de mes installations au niveau municipal, là il n'y aura pas de difficulté. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez l'autorisation totale ou partielle de reprendre l'activité, faites tout pour reprendre cette activité. Il n'y a rien d'impossible en matière de mesures liées à la santé, à la protection de la santé et de la sécurité de vos salariés. Donc faites tout. À défaut, vous risquez de vous mettre en difficulté pour continuer à bénéficier de l'activité partielle. Et puis, la troisième conséquence, là encore, si vous ne faites pas tout pour reprendre l'activité, c'est vis-à-vis de votre groupement d'employeurs. C'est-à-dire que si les conditions sont réunies et que finalement, vous décidez, là encore, pour une raison X ou Y, de ne pas reprendre l'activité, le groupement d'employeurs pourra, et à juste titre, vous dire que les heures qui étaient normalement prévues ne peuvent plus être éligibles au titre de l'activité partielle et doivent à ce titre être prises en charge par l'association comme si elles avaient eu lieu.
Donc, vous voyez, euh, ça peut mettre finalement pas mal de monde en difficulté. Donc, au final, sur ce dernier point, vous aurez compris, faites tout pour reprendre l'activité dans la mesure de ce que vous pouvez mettre en œuvre à ce jour. Et puis, qui sait, eh bien, espérons que le 2 juin, l'ensemble des activités sportives pourront reprendre normalement. Voilà ce que j'avais à dire donc sur ce cinquième point. On va aborder peut-être le dernier point sur les quelques questions-réponses. Et puis ensuite, Adrien, Mhm. je te laisserai peut-être poser là encore des questions. J'ai encore une rupture de faisceau. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien puisque moi, l'image est bloquée. Alors, donc sur quelques questions-réponses pour terminer. Les questions-réponses, est-ce qu'on les ferait pas plutôt à la fin? Parce que j'en ai énormément qui arrivent. Ah bah alors, allons-y, Et allons-y. du coup, C'est parti, Adrien. Questions-réponses donc des participants. C'est parti. Alors, bon, effectivement, il y a cette question, comment gérer les salariés hein, qui doivent ou qui veulent garder leur enfant, puisqu'effectivement, pour le moment, les parents ont la possibilité, hein, c'est un facultatif pour le moment, les parents, excusez-moi, ont la possibilité de garder leurs enfants à la maison plutôt que, plutôt que de les remettre dans les établissements scolaires qui auraient réouvert. Dès lors que pour le moment ce choix est facultatif, bah, vous devez finalement prendre acte de la décision de votre salarié qui ne souhaiterait pas reprendre l'activité pour pouvoir continuer à garder ses enfants à la maison. Et dans cette hypothèse-là, ce salarié on lui appliquera le dispositif d'activité partielle. Donc ce salarié restera en activité partielle au moins jusqu'à la fin du mois de mai, début du mois de juin, où il est possible que les parents, que la reprise dans les établissements scolaires ne soit plus facultative et obligatoire. Auquel cas, là, effectivement, vous aurez la possibilité de demander à votre salarié de se présenter sur son lieu de travail pour qu'il puisse reprendre l'activité. Juste une précision, Adrien. En fait, pour bien comprendre, c'est un basculement en fait des anciens arrêts de travail notamment pour garde d'enfants, vers le régime du chômage partiel. Exactement, Hein, effectivement. donc On n'est plus sur le voilà. régime de Voilà. l'arrêt de travail pour garde d'enfants hein, Absolument, depuis le mois de absolument. mai. L'employeur peut-il obliger le salarié à reprendre son activité? Alors, tout dépend effectivement. Alors, disons qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Hein. Déjà, est-ce que l'employeur a bien pris toutes les dispositions, toutes les mesures sanitaires qui permettent une reprise de l'activité, le retour des salariés, voilà, de manière à assurer leur santé. Si c'est le cas et que le salarié ne peut pas se prévaloir, par exemple, eh ben, du fait qu'il soit contraint de garder son enfant à son domicile, effectivement, hein, là on est vraiment dans le pouvoir de direction de l'employeur qui peut imposer à son salarié de revenir sur son lieu de travail dès lors que l'activité reprend, avec quand même une petite nuance pour les salariés qui étaient en activité partielle, parce que voilà, les employeurs ne sont pas forcément au courant, mais un salarié qui est en activité partielle a la possibilité pendant sa mise en activité partielle chez son employeur, de trouver une sorte de travail d'appoint chez un autre employeur et donc de travailler pendant sa mise en activité partielle. Raison pour laquelle lorsque votre salarié est en activité partielle et que vous souhaitez qu'il reprenne son activité chez vous, voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que certains d'entre eux pourraient éventuellement travailler à côté et donc bah, les prévenir suffisamment à l'avance d'une part, éviter de prévenir les salariés du jour au lendemain ou avec un délai de prévenance de 2-3 jours, dans l'hypothèse où ils travailleraient par ailleurs pour un autre employeur. Prévoir des délais de prévenance le plus long possible hein, pour qu'ils aient le temps de prendre des dispositions pour revenir chez vous et ne leur demander dans la mesure du possible de reprendre
qu'à la date à laquelle vous les aviez informés de leur mise en activité partielle. Puisqu'au moment où vous les avez mis en activité partielle, vous leur avez donné une date approximative de retour. Peut-être, voilà, a priori, vous serez en activité partielle au moins jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, il est possible que ce salarié ait trouvé un autre employeur chez qui travailler jusqu'à la fin du mois de mai, auquel cas, vous ne pourrez lui imposer de reprendre son activité chez vous qu'à compter de la fin du mois de mai, début du mois de juin. Ok. Ben, à ce moment-là, je vais faire les deux dernières. Sur le droit de retrait, ben, en fait, c'est un petit peu le pendant de la question précédente. Est-ce que le salarié peut utiliser son droit de retrait? Un droit de retrait, c'est-à-dire le salarié estime qu'il est dans une situation de travail qui porte atteinte à sa santé et sa sécurité. Alors, le ministère du Travail nous avait répondu même au tout début du confinement, au mois de mars, que cela n'était pas possible. Cela ne sera pas possible, bien évidemment, si l'employeur a pris, là encore, les mesures nécessaires et de bon sens sur l'organisation de l'activité, confère donc le protocole de déconfinement du 3 mai 2020 qui est paru par le ministère du Travail. Si vous prenez en compte ces éléments plus les éléments liés, spécifiques liés à votre établissement, eh bien, un salarié ne serait a priori pas en droit d'exercer ce droit de retrait. Et puis, dernier point, puis après, Adrien, je te laisse la parole peut-être sur la question donc, des participants. Il y a un point qui revient assez souvent, c'est la question du cumul des aides de l'État et de l'activité partielle, puisque certaines activités, certaines associations bénéficient d'emplois qui sont subventionnés par l'État ces mêmes emplois ont été déclarés au titre de l'activité partielle. Et j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a une question-réponse qui est parue du ministère du Travail et qui rappelle clairement le principe en fait de l'interdiction de se faire subventionner deux fois pour un même objet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre emploi a été subventionné en partie au titre d'une aide de l'État, d'une collectivité ou autre, eh bien, vous ne pouvez pas cumuler euh, l'aide avec l'activité partielle de telle sorte que cela aboutirait même à ce que vous ayez un bénéfice au final sur cette opération. Voilà, donc j'attire vraiment votre attention là-dessus. Faites preuve, je pense, de bonne foi vis-à-vis de votre premier financeur, c'est-à-dire du financeur de votre emploi. Je pense qu'il faut jouer la transparence vis-à-vis de lui, de l'informer que le salarié qui fait l'objet d'une subvention a été placé en activité partielle et que vous souhaitez l'en informer et que eh bien, votre financeur en tirera toute conséquence par rapport à la poursuite de ce financement ou peut-être par rapport à une réduction donc, de ce financement. Mais vraiment, peut-être point de vigilance pour éviter qu'on vous reproche par la suite un abus qui pourrait même peut-être aller jusqu'à une forme de fraude. Hein. Donc, je pense qu'avec ce sujet-là, il ne faut pas plaisanter. Voilà. Adrien, on enchaîne sur les questions Oui, des voilà, participants. énormément de questions, hein, donc on va essayer de traiter les questions de manière à avoir un panel assez large. On évoquait tout à l'heure la question de l'activité partielle. On nous demande que faire quand un salarié refuse de reprendre l'activité alors que tout a été mis en place par l'employeur. Donc tout a été mis en place par l'employeur. A priori, ce salarié n'est pas contraint de rester à son domicile pour garder son enfant. Donc comment doit réagir l'employeur dans cette situation? Alors, Je te laisse répondre. écoutez, a priori, même si, bon, effectivement, après, je pense qu'il y a aussi un dialogue à instaurer avec ses salariés, hein, peut-être les rassurer.
sur les mesures sanitaires que vous avez pu prendre, hein, pour que les activités puissent se dérouler dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés. Mais si effectivement tout a bien été mis en place, que vos pratiquants sont prêts à revenir, que vos activités peuvent voilà, être développées par exemple en extérieur, mais que l'un de vos salariés refuse de revenir, eh bien, sachez que vous pouvez éventuellement effectivement user de votre pouvoir disciplinaire et le cas échéant le sanctionner s'il ne voulait pas revenir. Voilà, bien que vous ayez mis en place les mesures permettant d'assurer sa santé et sa sécurité. C'est vraiment ce qui est important. Absolument. Je vais enchaîner sur d'autres questions pendant, comme ça on fait, hein, Adrien, une question toi, une question moi peut-être. On a une question en fait sur les installations sportives, en l'occurrence une mairie qui est propriétaire des locaux, en fait qui doit faire quoi en matière de désinfection, mise à disposition de produits, etc. Alors, il y a pas là-dessus, on ne peut pas vous faire une réponse générale, puisque ceci doit être régi par la convention de mise à disposition qui existe entre la municipalité et l'association sportive. Et normalement, c'est cette convention qui prévoit finalement qui eh bien, est responsable, notamment en matière de nettoyage des locaux, des installations sportives et autres. Donc là, je pense que la meilleure réponse qu'on puisse vous faire, c'est référez-vous donc à la convention de mise à disposition des locaux qui doit exister. Et s'il n'en existe pas, parce que bien souvent, il n'existe pas de convention de mise à disposition alors que c'est obligatoire, eh bien, je pense qu'il faut tout simplement se référer à l'usage, c'est-à-dire qui faisait quoi habituellement par rapport à l'entretien des locaux. Et il faut eh bien, suivre ce qui se faisait en termes d'usage avant le confinement. Alors, une autre À toi, question qui Adrien. nous a été posée, quelles sont les contraintes en termes de ménage? Qu'est-ce qu'on peut demander à ces salariés? Est-ce qu'on peut leur demander de faire le ménage dans les locaux? Alors, pour ma part, j'aurais tendance à dire que si vous avez effectivement un salarié spécialement affecté à ça, pas de difficulté, hein, un service de ménage. Par contre, un salarié, je dirais, dont ce n'est pas les fonctions, moi, je vous déconseille de lui faire le ménage et de le mettre en contact avec, effectivement, possiblement du Covid. Voilà, un salarié classique, ne surtout pas lui demander de faire le ménage dans les locaux et laisser ça à des professionnels qui connaissent tous les process sécurisés pour pouvoir faire le ménage de manière sécurisée sans éventuelle contamination. On a une question sur les établissements d'enseignement artistique, école de musique, école de danse, etc. Est-ce que en particulier, eh bien, enfin, quelles sont les interdictions par rapport à ça? Alors là, on est effectivement en plein dans les interdictions, puisque on est sur des établissements couverts qui sont visés par les interdictions du décret du 11 mai 2020. Notamment, vous voyez les établissements de type P qui sont les établissements salle de danse, salle de jeu, salle de spectacle, salle à usage multiple, ça c'est les établissements de type L. Donc, vous voyez, on est sur là encore sur des interdictions, puisqu'on est sur des établissements couverts. Voilà, hein, donc, alors, il y a quelques, là encore, hein, euh, quelques dérogations qui sont liées là encore aux collaborations qui peuvent être mises en place avec les écoles, mais retenez quand même que pour le moment, au même titre que dans les activités sportives, ce sont des activités sportives de plein air, et eh bien si vos activités se font en salle, et eh bien aujourd'hui elles sont encore interdites. Alors, on nous demande quelles Adrien? sont les obligations des structures à l'égard de leurs intervenants bénévoles, puisqu'on a parlé des intervenants salariés et des mesures sanitaires qui devaient être mises en place. Est-ce que finalement, la structure a les mêmes obligations à l'égard de ces intervenants bénévoles, voire intervenants prestataires de services?
travailleurs indépendants qui interviendraient dans la structure. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de distinction entre ces salariés, où effectivement on peut voir sa responsabilité engagée en tant qu'employeur, mais les bénévoles et les intervenants prestataires de services qui interviennent finalement, on va dire, plus ou moins dans les mêmes conditions qu'un salarié, et vous devez d'assurer leur santé et leur sécurité lorsqu'ils interviennent dans les mêmes conditions. Donc voilà, il faut pas faire de distinction entre les intervenants bénévoles ou intervenants salariés sur ce point. Ok. Une question, on nous dit, qu'est-ce que dit le décret du 11 mai 2020 sur les ERP de type R? Bah, les ERP de type R sont visés toujours par l'interdiction. Ce sont les établissements d'enseignement, alors sous réserve de certaines dispositions et à l'exception des centres de formation, des apprentis et des centres de vacances. Voilà, donc je vous renvoie à l'article 8 du décret du 11 mai par rapport à votre question. Alors toujours concernant Adrien? la DUERP, on nous demande, dans l'hypothèse où la structure se ferait mettre à disposition des salariés par un groupement d'employeurs, mais qu'elle n'aurait pas elle-même de salariés embauchés en direct, est-ce que du coup elle a l'obligation d'avoir ce document dès lors que elle n'a pas de salariés à proprement parler, mais se fait mettre à disposition des salariés auprès de la structure, enfin, directement d'un groupement d'employeurs. Alors, quoi qu'il en soit, dès lors qu'il y a des intervenants dans la structure, il faut avoir ce document. De toute manière, ne serait-ce que pour vous, en termes de responsabilité, si jamais il y avait des difficultés, vous pourriez vous prévaloir quand même de l'établissement de ce document et des mesures que vous avez prises. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je confirme, quand bien même vous n'auriez pas de salarié, un salarié mis à disposition doit être assimilé à un salarié dans ce cas de figure. On nous dit que il faut préciser que l'ouverture des structures sportives doit être autorisée par les municipalités. Je crois qu'on l'a dit effectivement, mais bien évidemment, euh, il y a les autorisations partielles nationales, hein, le fameux décret. Et puis, mais je crois qu'on l'a dit, vérifiez bien que vous avez effectivement votre autorisation au niveau donc de votre Et alors municipalité. une question aussi concernant l'éventuelle reprise des activités en extérieur, puisqu'on a dit que effectivement il y avait cette possibilité. Alors bien évidemment, quand on parle de reprise en extérieur, il est évident que si vous avez, enfin, si on est sur un extérieur privatif, je dirais qui appartient à la structure, il n'y a pas de difficulté. Si effectivement on est sur un lieu public, il faut l'autorisation, le cas échéant, de la mairie pour pouvoir effectuer, je dirais, les prestations sur des espaces qui n'appartiennent pas à l'association. Tout à fait. Adrien, je te laisse, il y a d'autres. Je regarde. Y aura-t-il des changements au niveau de la prise en charge par l'État de l'allocation d'activité partielle à partir du mois de juin? Alors je pense qu'il faut quand même rester prudent sur les différentes annonces qui sont faites et attendre que des textes officiels soient publiés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre un peu tout et n'importe quoi, et notamment par rapport aux associations sportives. Voilà, je sais qu'il y a eu des publications qui indiquait que les structures sportives pourraient bénéficier de l'activité partielle jusqu'au mois de septembre. On a pu entendre jusqu'à la fin du mois de juin également. Voilà, sachez que juridiquement, il est possible de faire une demande de mise en activité partielle d'une durée de 12 mois, si bien entendu les conditions sont remplies. Après, pour ce qui est d'éventuelles modifications du régime qui seraient applicables, il vaut mieux attendre qu'il y ait des textes qui soient publiés, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Laurent, est-ce que tu as des questions aussi de ton côté? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On est en train de trier un petit Alors, on nous peu. demande, voilà, Euh, pour des activités qui étaient habituellement pratiquées en groupe, sur des groupes de 40-50 personnes,
comment s'organiser, comment choisir quels sont les participants qui pourront bénéficier des cours plutôt que d'autres. Voilà, ça relève vraiment d'un choix qui est fait par l'association. Voilà, quoi qu'il en soit, il ne faut pas avoir des groupes de plus de 10 individus. Donc après, soit effectivement, vous avez la possibilité de faire des cours par roulement, par exemple, soit à un moment donné, il faudra faire un choix entre ceux qui pourront participer et ceux qui ne le pourront pas. Alors, on nous dit que dans une association, il sera totalement impossible de repositionner tous les cours qui n'ont pas pu avoir lieu d'ici la fin août, qui est probablement une fin de saison sportive. Alors bon, je tendance à vous dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut simplement avoir à l'esprit que le service n'ayant pas été réalisé en totalité, eh bien, vos adhérents seraient en droit eh bien, d'en demander un remboursement partiel ou à tout le moins un avoir. Donc après, ce qu'on peut simplement vous conseiller, eh bien, c'est de prendre une mesure, peut-être en faisant un geste peut-être sur la cotisation de la saison prochaine. Mais bien évidemment, bon, si vous êtes dans l'impossibilité, comme je le disais, à l'impossible, nul n'est tenu. Laurent, une question. Un salarié peut-il néanmoins être amené à nettoyer son espace de travail? En tant qu'employeur, Florent, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas entendu la question, Adrien. Est-ce qu'un salarié Si. peut être amené à nettoyer son espace de travail? Donc là, il ne serait pas sur du nettoyage d'un espace voilà, sur lequel circuleraient plusieurs personnes, mais son espace de travail à lui. Est-ce que l'employeur Ah bah peut oui, lui demander de le faire? absolument, il doit le faire. Il doit le faire. Ça fait partie de, je dirais, d'ailleurs des mesures de précaution hein, qu'on doit mettre en place. Donc, il appartient aussi aux salariés à veiller à la désaffection de son espace de travail. Absolument. Indépendamment après du passage qui peut être fait par un prestataire le soir pour nettoyer d'une manière plus générale. Mais oui, effectivement. Euh, alors, alors, on nous demande aussi s'il est possible pour les disciplines pour lesquelles les activités étaient censées se terminer à la fin du mois de juin, s'il était possible de les déplacer sur les mois de juillet et d'août. Alors écoutez, par principe, pas de difficulté pour les déplacer sur ces mois-là. Alors après, effectivement, concernant les éventuelles compétitions, hein, c'est bien évidemment soumis à l'aval des fédérations. Mais après, pour ce qui est de stage, par exemple, ou d'entraînement, rien n'interdit de les placer sur les mois de juillet et d'août si vous en avez la possibilité. Dans le même ordre d'idée, on a une question intéressante là, qui nous dit, normalement, on faisait des cours collectifs entre 25 et 40 personnes, et donc on va être contraint finalement de limiter à 9 professeurs inclus. Comment on fait pour les choisir? Est-ce que le pratiquant peut se retourner contre nous? Bah, vous savez, là encore, on est sur des situations exceptionnelles. Je crois que ne perdez pas de vue qu'il faut que vous mettiez tout en œuvre. Voilà. Après, vous aurez sans doute des choix à faire qui, à un moment donné, eh bien, vont peut-être un petit peu plus favoriser un adhérent qu'un autre. Mais voilà, il faut de toute façon que vous fassiez des choix et que vous proposiez des choses. Donc, dès lors que vous avez mis en place donc une organisation qui permette à vos adhérents eh bien, de bénéficier ce qui était initialement prévu, moi je pense que vous allez quand même vous éviter un grand nombre de difficultés. Alors, on nous demande si il est possible de reprendre des activités, donc notamment des activités de gymnastique, dans des locaux fermés, très grandes salles sans fenêtre. Alors que les choses, voilà, il faut quand même rappeler qu'on est uniquement sur des pratiques en extérieur, hein. Les pratiques en intérieur, qu'il y ait des grandes fenêtres ou pas, pour le moment, ce n'est pas possible. OK.
on nous demande si les parents on peut obliger les parents en fait à signer un protocole de reprise pour les enfants mineurs. Alors, faut savoir de quoi on parle. Si on prend l'exemple que je connais peut-être un petit peu plus précisément de la Fédération française de tennis, cette fédération donc, a mis en place un document que tous les pratiquants doivent signer, majeurs comme mineurs. Si on est sur un pratiquant mineur, il est évident que les parents doivent également signer donc, ce document. Dans le cadre de la fédération de tennis, c'est un document qui est indispensable à la reprise des activités. Donc la réponse est oui, si vous mettez en place donc un document, un protocole à signer, que vous en faites une condition à la reprise de l'activité, vous en avez parfaitement le droit. Alors, on nous demande s'il y a des délais de prévenance qui sont prévus pour la reprise de l'activité, hein, des délais de prévenance, que ce soit à l'égard des pratiquants ou des salariés de l'association. Alors, il n'y a pas de délai de prévenance de prévu par les textes. Voilà, il faut appliquer des délais raisonnables, voilà, informer que ce soit les pratiquants ou les salariés suffisamment de temps en avance pour qu'ils aient le temps de voilà, prendre leurs dispositions pour la reprise de l'activité. Question, qu'en est-il du chômage partiel? Est-ce qu'il est vrai qu'on va pouvoir en bénéficier jusqu'en juillet, août ou septembre? Aucune idée à ce jour. Aucune idée à ce jour. Pour le moment, n'écoutez pas les... Enfin, vous pouvez les écouter, mais ce ne sont que des effets d'annonce. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui interdit en tout cas la poursuite du chômage partiel. Donc, dans l'attente, effectivement, de dispositions qui vont être prises en la matière. Voilà, de même que voilà, ce qu'on a pu entendre concernant les exonérations totales de cotisations dans le secteur du sport. Pour le moment, il y a eu des annonces, mais pas encore de texte, hein, donc attendons que les textes soient publiés et vous verrez ensuite quel sera le régime qui pourrait vous être appliqué sur ce point. Alors, on nous demande Adrien, une si tu as question d'autres... très intéressante aussi, une pratique en ligne. Donc là, en l'occurrence, ce serait des lives vidéo des cours de Zumba, au lieu de cours en présentiel. Cette pratique peut-elle être considérée comme une reprise d'activité? Alors effectivement, hein, dès lors que vos intervenants, donc on est bien sur une reprise d'activité, hein, donc avec des modalités différentes, hein, bien évidemment, plus de présentiel, mais du live, mais on est bien sur une reprise d'activité, hein. Effectivement, cette personne, cet intervenant qui donnerait des cours de Zumba en live vidéo, vous ne pouvez pas lui appliquer le dispositif de l'activité partielle. Alors peut-être, Adrien, il y a quelques questions qui sont posées, je sais que tu l'as traité cette question, sur les possibles exonérations de charges dans le tourisme, le sport. Bon, une petite précision quand même, info, intox, Alors du qu'en coup, oui, est-il? c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites du ministère des Sports également sur l'exonération totale de charges sociales pour les structures du secteur du sport à compter du mois de mars, me semble-t-il, au moins jusqu'à la fin du mois de juin. C'est des publications qui ont été faites au mois d'avril. Mais c'est vrai que pour le moment, aucun texte n'a été publié, hein. Donc, a priori, ce dispositif sera applicable, mais pour le moment, ça n'est pas encore le cas. Voilà, on est dans l'attente de publication de textes officiels qui vous permettent de mettre en œuvre, du coup, ces exonérations. On a une question, si mon employé est à risque, alors manifestement un problème cardiaque, dois-je lui demander de reprendre une activité? Alors bon, de toute façon, si vous avez le moindre doute, déjà qu'il vous présente un certificat médical de son médecin traitant. Alors c'est pas ça qui va vous permettre de régler la situation, mais qui va permettre quand même d'attester qu'il est personne à risque, et ne prenez précisément aucun risque et envoyez-le à la visite à une visite médicale périodique auprès de la médecine du travail, si tant est qu'ils aient effectivement un créneau à vous proposer.
Bon, on nous demande si, dans l'hypothèse où on serait du coup sur des cours qui seraient administrés non pas en présentiel mais en visio, si jamais il arrivait à un accident, est-ce que du coup, est-ce que l'association serait responsable? Dans l'hypothèse où j'imagine un pratiquant se blesserait sur un cours de gym ou de stretching, se blesserait dans son salon. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Donc, effectivement, c'est un cours qui est administré par l'association, par l'éducateur de l'association. Mais bon, après, c'est vrai que le cours est dispensé chez le pratiquant, donc on ne sait pas dans quelles conditions véritablement le pratiquant va suivre le cours. Donc, il est possible que le pratiquant essaye d'engager la responsabilité peut-être de l'association ou de l'éducateur si jamais il y avait un accident. C'est pas certain qu'il obtienne gain de cause, hein. Donc, a priori, ça peut en tout cas atténuer la responsabilité de l'éducateur ou de l'association si jamais le pratiquant se blessait dans ces conditions. Alors, on a pas mal de questions concernant les écoles de musique. J'en avais abordé une très rapidement tout à l'heure, mais bon, d'une manière générale, je pense qu'il faut retenir là encore que si les écoles de musique ont lieu dans des établissements qui sont visés par l'interdiction, donc je vous renvoie à l'article 8 hein, du décret du 11 mai, ben, les écoles de musique ne peuvent pas reprendre. Hein, voilà. Donc, cet article 8 du décret du 11 mai vise effectivement les salles de conférence, de réunion, les salles de spectacle à usage multiple, etc. Donc, voilà, vous êtes possiblement encore sous le coup d'une interdiction de reprise d'activité, mais vous comprenez qu'on ne peut pas vous faire une réponse générale dans la mesure où ça dépend aussi de la nature de votre activité et de l'établissement Alors dont il après c'est s'agit. vrai que pour certains cours de musique, en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de structures qui continuent à privilégier les interventions en visioconférence, mais pas en présentiel pour le moment. Alors, je, je fais, j'essaie de faire un tout petit tri des questions pour essayer d'en trouver. Oui, alors il y a quelques questions de tennis. Alors, il y avait une remarque de quelqu'un qui disait la FFT n'a pas fait de protocole. Si, si, je vous confirme bien que la FFT a fait un protocole et qu'il est disponible sur le site. Et la FFT qui interdit les cours collectifs. Comment reprendre l'activité de l'école de tennis? Bah, écoutez, pour le moment, alors si on peut faire juste rapidement un petit focus sur le tennis qui répondra à pas mal de questions qui sont posées. Aujourd'hui, les pratiques sont claires. Leçons individuelles autorisées et pratiques en jeu libre, en simple sur les cours. Voilà, il n'y a pas plus que cela d'organisé. Donc, à voir si le 2 juin, eh bien, en fonction des évolutions, les cours collectifs pourront reprendre. Alors, vous allez me dire, c'est au-delà presque de ce qui est prévu hein, par les textes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation finalement plus stricte de la fédération, mais c'est ainsi, les règles fédérales sont celles-là Alors, on nous aujourd'hui. demande, Florent, des précisions sur le décret qu'on évoque. Donc, c'est le décret du 11 mai 2020 et c'est le numéro du décret, c'est le 2020-545. Voilà pour ce qui est du décret, si vous voulez le retrouver. Euh, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur la reprise des cours en visio. Et du coup, on nous demande si des séances d'activités sportives qui sont envoyées sous forme de vidéo aux adhérents, est-ce que ça constitue une activité partielle? Est-ce que finalement, on peut continuer à rester en activité partielle alors même que nos éducateurs font des vidéos et les envoient aux adhérents? Alors moi, il me semble que dès lors que le salarié effectue une prestation, indépendamment de la forme de cette prestation, hein, que ce soit sur du présentiel, des vidéos enregistrées ou des lives, dès lors qu'il effectue une prestation,
vous ne pouvez pas le mettre en activité partielle avec arrêt total d'activité. Alors peut-être mise en activité partielle avec une baisse de sa durée du travail, et là effectivement sa durée du travail serait baissée et correspondrait au temps passé à faire les vidéos. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas voilà, le déclarer à l'administration comme étant en activité partielle totale et lui demander en parallèle de faire des vidéos qui sont envoyées aux adhérents. Ok. On a une question. Pouvons-nous laisser un salarié en activité partielle si nous le jugeons vulnérable? Alors, c'est pas exactement comme ça, si vous voulez, qu'il faut peut-être raisonner. Si effectivement cette personne rentre dans une des catégories qui permet aujourd'hui de le reverser en quelque sorte sur le régime du chômage partiel, il doit effectivement eh bien, le justifier. Ça n'est pas à vous, si vous voulez, on va dire, de porter un jugement. C'est à cette personne, effectivement, eh bien, de vous apporter des éléments sur le fait qu'il est éligible à tel ou tel dispositif en tant que personne vulnérable ou en tant que parent devant garder son enfant à domicile. Alors, tu évoquais tout à l'heure, Florent, l'hypothèse où l'association effectuerait des remboursements auprès de ses adhérents si elle ne pouvait pas reprendre ses activités. Du coup, on nous demande s'il s'agit de la part des cotisations qui constituent la contrepartie des activités qui sont proposées par l'association ou également la part des cotisations qui donnent certains droits aux adhérents, comme le droit d'assister aux assemblées générales, etc. Est-ce que tu veux répondre à la question, Florent, ou j'y réponds? Voilà. Oui, alors sur la distinction, en fait, hein, sur la distinction, bah, effectivement, le, le- j'ai- moi j'ai tendance à vous dire que la cotisation à une association qui ouvre le droit, alors certes, peut-être à l'accès aux installations, mais aussi et surtout à la participation à la vie démocratique de l'association, participation aux assemblées générales ou autres, bah, si vous voulez, ça c'est quand même très difficile à quantifier et ça pourra plus facilement ne pas faire l'objet de remboursement ou de compensation, si vous voulez, parce que quelque part, le droit de participer à l'Assemblée générale et à la vie démocratique de l'association, il existe toujours. Il existe toujours. La question peut se poser sur la part de cette cotisation qui correspond à l'utilisation des infrastructures sportives. En revanche, pour tout ce qui est lié en fait à des prestations, par exemple, d'enseignement individuel, collectif ou autre, là, c'est beaucoup plus facile à quantifier. Et là, effectivement, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, si ces prestations n'ont pas pu être repositionnées, eh bien, il faudra soit faire un avoir, soit eh bien, rembourser. Et on ne saurait trop vous conseiller eh bien, de décider tout cela dans le cadre d'une assemblée générale. Je pense que le sujet méritera effectivement un vote démocratique et vous aurez peut-être même une très bonne surprise par rapport à l'adhésion de vos membres par rapport à ça. Alors, la même idée, est-ce qu'il existe, si jamais on doit rembourser ou faire un avoir, est-ce qu'il existe des aides de prévues pour les associations qui seraient en difficulté? Alors, on va pas répondre fédération par fédération parce qu'on on ne le sait pas. Peut-être que certaines fédérations vont mettre en œuvre des aides particulières en débloquant des fonds. Je sais qu'aujourd'hui, effectivement, il y a là encore des dispositifs qui sont actuellement discutés au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, mais il est encore trop tôt, effectivement. Euh, on essaye vraiment de vous livrer des informations qui sont certaines. Retenez simplement que c'est actuellement en discussion, effectivement, au ministère des Sports. Alors, on nous demande si l'employeur doit nécessairement être prévenu quand un prof, donc salarié, donne des cours en live. Alors oui, je sais que certaines structures ne sont pas toujours au courant que leurs éducateurs donnent des cours en live,
Mais effectivement, là, il faut impérativement informer l'association avant de donner en son nom des cours aux adhérents, hein. Bien entendu. Euh, C'est vrai qu'il y a énormément de questions. On essaie d'en traiter le maximum en temps utile. Une question bon, très simple. Le document unique d'évaluation des risques doit-il être validé en Assemblée générale? La réponse est non. La réponse est non. Ce n'est pas un document, c'est un document qui est fait et qui est validé tout simplement soit par... alors, je vous réponds non, mais j'imagine pas qu'il y ait aucun statut qui prévoit qu'une assemblée générale doit valider ce document. C'est un acte de gestion courante. Donc, je vous dis, en règle générale, l'acte de gestion courante, c'est le comité directeur qui le fait, voire même le bureau s'il existe, et voire même le président s'il est habilité pour le faire, mais Alors on nous sûrement pas dit en tout cas qu'en parlant l'assemblée générale. d'Assemblée générale, qu'actuellement il est difficile d'organiser une Assemblée générale. Alors effectivement, en présentiel, euh, c'est compliqué, mais vous avez la possibilité de le faire via visioconférence, voire même, alors on appelle ça des réunions téléphoniques, même si les statuts de l'association ne le prévoient pas, hein. Ça ressort d'une ordonnance du 25 mars 2020 qui autorise du coup les associations à mettre en place des assemblées générales, conseils d'administration ou des réunions du comité directeur par visio pour éviter justement pour que ces réunions puissent se tenir et pour éviter qu'elles se tiennent dans des lieux fermés, dans des locaux fermés, hein. Donc, pas de difficulté particulière pour organiser ces assemblées générales en visio. On nous dit, on nous demande si je n'ai pas de document unique d'évaluation des risques, donc mon association ne peut pas reprendre l'activité. Bon, on va pas aller jusque-là, on va pas aller jusque-là parce que ça n'est pas une condition, légalement, ça n'est pas une condition pour reprendre l'activité. En revanche, ce qui est une condition pour reprendre l'activité, c'est d'avoir mis en place les mesures nécessaires en termes de santé et sécurité. Donc, je pense que si vous avez mis en place ces mesures en termes de santé et sécurité, il est très simple, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire un copier-coller de ces mesures et de les mettre dans un document unique d'évaluation des risques professionnels dans les meilleurs délais. Si vous ne pouvez pas le faire effectivement à la reprise, vous avez sans doute beaucoup de choses, effectivement, beaucoup de priorités, eh bien vous le ferez très rapidement. Mais le principal, parce que document unique sera la preuve, si vous voulez, que vous avez mis les choses en place, la preuve officielle. Voilà. Voilà, mais il faudra le faire en tout cas dans les plus brefs délais. Mais pour répondre très précisément à votre question, en tant que tel, ça n'est pas un élément qui empêche la reprise d'activité. On nous demande aussi s'il est possible pour un salarié qui a été mis en activité partielle de télétravailler aussi. Donc de cumuler le télétravail avec sa mise en activité partielle. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait entendre, il n'y a aucune interdiction particulière pour faire télétravailler des salariés qui seraient en activité partielle dès lors que ces salariés ne sont pas en activité partielle totale, mais mise en activité partielle avec baisse de leur durée du travail. Donc sur leur durée du travail restante, il est possible de les faire télétravailler, voilà, sous réserve d'être vigilant à ce que ces salariés ne travaillent que sur ces créneaux horaires de télétravail et pas sur la partie d'activité partielle indemnisée par l'État. On nous donne une précision, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair. On avait évoqué les distances de 5 mètres et de 10 mètres, c'est entre pratiquants, hein. On nous dit, mais 5 mètres entre qui et qui? C'est entre pratiquants et bien évidemment aussi entre le pratiquant et l'enseignant, si possible. Si possible. Si l'enseignant doit, je dirais, après se rapprocher très près du pratiquant, eh bien, il devra mettre le masque.
Ah, il y a une question. Alors, si on a effectué des vidéos pour maintenir l'activité, doit-on repositionner des cours? En fait, ça dépend de ce que vous avez promis à vos adhérents, en fait, hein. Si vous considérez que ces vidéos constituent une substitution des cours en présentiel, et que vos adhérents eh bien, sont contentes, vous n'aurez pas de difficulté. Après, c'est pas aussi simple que ça, et je pense là encore que il faudra sans doute faire preuve de pédagogie et de compréhension parce que un cours en vidéo n'est pas forcément n'a peut-être pas forcément toute la qualité d'un cours en présentiel, donc il faudra peut-être quand même le valider. Peut-être lors de cette fameuse AG que je vous invite à faire à la fin de la saison. Laurent, j'ai encore deux questions. Euh, Ouais, on va encore en prendre quelques jours. Voilà, on va essayer de répondre encore à quelques questions et puis après, on avait calibré l'intervention pour 1h30 environ, donc alors, on va on nous bientôt vous demande, donc, quitter. dans l'hypothèse où Adrien? on pourrait reprendre l'activité en extérieur, dans l'hypothèse où les conditions météorologiques ne permettraient pas, ne permettraient pas de faire un cours, est-ce que du coup on peut mettre le salarié en activité partielle sur ces créneaux qui ne peuvent pas être effectués du fait des intempéries, de la pluie et de l'impossibilité de mettre en place l'activité? Alors à mon sens, non, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser le dispositif de, de, de- voilà, de récupération des heures Récupération des perdues heures perdues. en cas d'intempérie, hein, qui vous permet du coup de faire rattraper les heures non effectuées par le salarié un peu plus tard, mais par contre, vous n'avez pas la possibilité de le mettre en chômage partiel uniquement en raison du mauvais temps ayant empêché l'activité de se dérouler en extérieur. Question qui revient à plusieurs reprises, très intéressante parce qu'il ne faut pas se tromper. Peut-on demander à nos salariés à qui on a maintenu le salaire en totalité pendant la période de chômage partiel, eh bien de rattraper les cours non effectués pendant le confinement? La réponse est non. Attention, c'est-à-dire que les cours qui étaient positionnés durant le confinement et qui ont fait l'objet d'une indemnisation au titre du chômage partiel, eh bien, sont en quelque sorte assimilés à du travail et on ne peut pas demander aux salariés de les rattraper. Quand bien même vous avez pris la décision de maintenir la rémunération à 100%. Euh, Si vous avez besoin de faire travailler le salarié un petit peu plus sur le mois de juillet, sur le mois de juin, juillet et août, ce qui va avoir pour conséquence de dépasser son temps de travail habituel, eh bien, vous devrez lui payer en plus les heures qui vont dépasser son volume d'heures qui était prévu contractuellement. Voilà. Attention, parce que si vous ne faites pas ça, vous avez un vrai risque de fraude vis-à-vis du dispositif de chômage partiel. Alors une question, alors peut-être un peu technique, mais qui est intéressante. Si on administre des cours voilà, en visioconférence, comment les pratiquants règlent ces cours? Alors attention, hein, si effectivement vous êtes sur finalement des prestations qui normalement auraient dû être effectuées en présentiel, mais qui ne le peuvent pas et du coup qui le sont par visio, a priori, il n'y a pas de règlement à demander à l'adhérent, puisque finalement, vous ne faites que remplacer des cours, des cours de présentiel par des cours effectués en visio. Euh, donc, a priori, pas de règlement. Après, si on est vraiment sur des prestations supplémentaires, hein, qui, a priori, n'auraient pas dû être effectuées, mais que vous mettez en place compte tenu de cette période, de confinement et de déconfinement progressif. Après, il y a, j'imagine, des dispositifs qui vous permettent de régler en ligne des cours. Je rebondis peut-être par rapport à la question qui avait été posée tout à l'heure pour y apporter un complément d'information. C'est sur les fameux cours de substitution. C'est-à-dire que il y avait des cours en présentiel qui étaient prévus et donc des cours qui se font par visio. Je vous avais apporté un début de réponse. Je pense qu'il y a un moyen quand même important
on va dire, de verrouiller un petit peu ce dispositif, tout simplement, c'est d'obtenir l'accord préalable en fait des adhérents, qu'il n'y ait pas de quiproquo, si vous voulez, parce que je crois que le risque de quiproquo est important dans l'esprit des adhérents, qui peut-être vont s'imaginer que c'est une solution, on va dire, que vous avez mis en place quelque part pour garder du lien, mais qui en aucun cas n'ont vocation à substituer des cours en présentiel. Donc je pense que là-dessus, si vous voulez éviter quand même toute difficulté, tout quiproquo, il faut quand même eh bien, le valider au préalable avec les adhérents concernés. Voilà. Alors, une dernière question. Aurons-nous les réponses à nos questions en dehors du webinaire SVP? Alors, écoutez, ce qu'on vous propose, qu'il y a eu énormément de questions, donc ce qui veut dire que ben, ce type de webinaire vous intéresse et que vous avez vraiment des questions à vous poser. On ne peut pas vous le promettre à 100% tellement on a été débordé par les questions, on n'a pas tout traité. En revanche, on va voir dans quelle mesure on peut regrouper un certain nombre de questions qui seraient de nature similaire pour en faire un certain nombre de questions qui vous seront par la suite, qui pourraient par la suite vous être transmises, soit par votre adresse que vous avez laissée, soit par l'intermédiaire du réseau Profession Sport et Loisirs. Voilà. Veuillez nous excuser hein, si malheureusement votre réponse n'a pas pu être traitée. On a essayé d'en prendre le maximum. Bonne fin de journée à tous. Et puis j'espère, je vous dis, pouvoir on espère pouvoir vous apporter des réponses assez rapidement sur un certain nombre de thèmes. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.